Donc c'est vrai que moi je ne suis pas spécialiste de l'agroalimentaire, ou même si j'ai travaillé un peu sur des filières agroalimentaires, j'ai beaucoup suivi des filières plutôt dans l'habillement, avec pas mal de transformations et d'enjeux qui s'y posent, et au niveau local, au niveau global. Et c'est vrai qu'il y a des points de réflexion qui sont un peu similaires. Et donc je vais m'appuyer sur une connaissance du terrain qui vient plus d'autres secteurs, mais sur mes réflexions, et pour les partager avec vous, et aussi sur des exemples de ce qui a été un peu dit aujourd'hui, et de ce qui m'apparaît comme des défis importants qui se posent aux acteurs pour ce qu'on pourrait apprendre comme une transition vers des filières basées sur la coopération et qui soient respectueuses de l'humain et qui répondent aussi aux enjeux environnementaux auxquels on est aujourd'hui confrontés. Et à l'échelle, je pense que l'échelle des territoires est déterminante pour ça. Bon, alors c'est un peu la slide d'introduction pour dire que la coopération, moi ça fait un moment que je réfléchis dessus, et on la retrouve en fait comme une des façons d'organiser l'activité économique, dans les façons de penser l'entreprise, ou aussi de penser l'économie, ou de penser les industries, donc en sciences de gestion, qui est mon domaine, mais aussi en économie ou en sociologie économique. Donc, je croisais certains collègues ici, dont Yuna pendant la journée, qui travaille avec ces cadres de référence. Et bon, ce qui distingue la coopération, c'est intéressant de sortir les éléments clés de ces principes de coordination pour voir après comment ils s'articulent les uns aux autres, comment des fois ils luttent les uns avec les autres. Et donc j'ai surtout un peu déployé une approche historique pour montrer ces problématiques qui sont éminemment politiques, de comment on choisit d'organiser l'activité économique, comment les principes de coopération à certains moments prédominent, puis sont mis à mal par la logique du marché qui vient, donc c'est un petit peu en termes historiques ce qui se passe. Et en même temps, donc la coopération, elle se distingue, je pense, des deux autres modes parce qu'elle est au niveau de la personne, elle engage son éthique, elle engage un mouvement volontaire, un choix de la personne, elle n'est pas forcée par des règles, elle n'est pas basée sur l'intérêt individuel comme la liberté d'entreprendre ou la logique du marché, elle engage le lien social, elle engage aussi le don de soi. Donc c'est un petit peu là qu'elle se situe, et on la retrouve dans l'entreprise ou dans les relations entre entreprises aussi, j'en reparlerai. Le marché, lui, c'est plutôt la liberté d'entreprendre. Et historiquement, il se pose comme un moyen d'émanciper les personnes d'une coopération qui était un peu trop étouffante, où chacun était déterminé dans son futur par l'endroit où il était né. On se passait dans les corporations, les privilèges d'exercer un métier de père en fils. Donc avec le marché, les femmes peuvent travailler, peuvent s'émanciper, et même aujourd'hui, dans les pays du Sud, développer les filières de sous-traitance, etc., c'est apporter du travail, c'est apporter le contrat et le marché comme moyen d'émancipation, par exemple pour les femmes qui vont aller travailler dans les grandes usines de production. Et en même temps, bien sûr, quand ce principe prédomine, il génère des inégalités, des externalités qui ne sont pas traitées par la somme des intérêts individuels. Et c'est pour ça qu'historiquement, on a vu apparaître l'idée de la règle venant compenser des équilibres du marché. La règle qui est fondée sur le principe de la loi, sur un principe de la contrainte aussi, mais qui est censée représenter à un moment donné, la règle collective, elle incarne des choix qui sont portés à travers la loi, quand les gouvernements sont démocratiques, par un processus de représentation de la volonté collective. Et historiquement, elle vient faire contrepoids à l'arbitraire du pouvoir managérial, qui peut décider sans règle, qui va rémunérer deux personnes qui font le même travail de deux façons différentes, parce qu'il y en a une qui est une femme enceinte qui négocie moins bien et qui a plus besoin du travail que quelqu'un de sexe masculin qui est plus affirmé dans sa façon de négocier le même poste. Donc la règle, elle vient dire même salaire pour un même travail. Elle vient aussi protéger les entreprises, limiter les excès de la concurrence qui à un moment donné sont nuisibles aussi pour les entreprises et à un moment donné pour toutes les entreprises. Mais elle introduit de la rigidité, elle fige les choses. Donc en fait, chacun de ces moyens de coordonner l'activité économique a ses points forts et ses points faibles. Et la coopération, quelque part, elle est un peu vouée depuis le début du capitalisme à cohabiter avec le marché, avec la règle, avec l'État et avec le développement d'économies dites modernes.
Donc ce qui est intéressant, c'est de voir alors vraiment à grands traits quelles ont été les évolutions dans les façons d'articuler ces différents principes. Aujourd'hui, à quelles hybridations on assiste, et il y a eu beaucoup d'exemples dans la journée qui correspondent à ces modèles hybridés. Et puis en même temps, quels défis ces nouveaux modèles posent pour l'action collective organisée. Donc c'est un peu le plan de mon propos. Les évolutions historiques, la première phase, j'ai appelé le marché contre la coopération. C'est le premier moment où se rencontrent ces différents principes. C'est ce que j'ai évoqué, c'est la révolution industrielle, c'est l'essor du libéralisme qui vient mettre à mal les corporations. Les corporations où la solidarité, la coopération, donc, s'organise entre les personnes, mais sur une base de métier et protégée par les règles. Ces règles que j'ai évoquées qui visent à effectivement permettre aux gens de vivre de leur travail, de ne pas être exposés à une concurrence destructrice sur les prix. Et c'est des questions qui sont toujours très présentes aujourd'hui, mais qui avaient pu produire des situations en même temps, ce qu'on appelle aujourd'hui corporatistes et finalement très bloquées, et qui vont donc être mises à mal par ce passage à l'industrie moderne et au libéralisme. Et quand ce passage s'opère, on voit un mouvement intéressant de réponse à la coopération qui s'élève contre le marché. Et on le voit de deux manières en fait dans l'histoire. Donc au tout début de la révolution industrielle, c'est les luttes anarchistes dont les philosophes comme Proudhon inspirent après, seront des sources d'inspiration pour penser l'organisation autodéterminée, en autogestion sur les territoires. Donc on retrouve des thématiques très contemporaines dans ces premières façons de revendiquer une alternative en fait au capitalisme à grande échelle. Donc revendiquer la capacité à s'organiser sur le territoire, refus d'asservissement à la grande industrie, qui va se fondre, absorbé par les grandes luttes de schéma des grandes luttes ouvrières dans la grande industrie, mais qui est un des fondements du mouvement coopératif qui existe, qui persiste de nos jours. Et le deuxième temps où on retrouve ces principes de coopération, c'est les districts industriels. Donc on est encore là, qui vont être une forme importante de production jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec ces agglomérations locales sur lesquelles il y a la coopération qui joue entre les entreprises qui sont aussi... il y a la propriété individuelle et en même temps un lien de solidarité qui peut être inscrit dans des règles ou pas, et qui permet un mix de coopération et concurrence entre ces entreprises. Et on voit sur la période des années 30 une résistance à nouveau de ces petites entreprises à ce qu'elles perçoivent comme la concurrence déloyale des grands groupes qui arrivent et qui s'implantent sur les territoires et avec des coûts et des prix défiant toute concurrence et qui viennent, je cite, je me suis un peu intéressée à l'histoire des cordonniers et qui disent ils arrivent avec leurs camionnettes pour proposer des prix à coût cassé et ôter le pain de la bouche du cordonnier dans les villages. Donc on voit que c'est très ancien, cette idée que la capacité à s'auto-organiser dans les territoires d'une manière qui puisse répondre aux besoins d'un collectif, d'une communauté, elle est en résistance là aussi à nouveau avec ces grands groupes qui se concentrent de plus en plus et qui ont un rapport désencastré au territoire, qui vont chercher des expansions d'espaces de marché sans développer une interdépendance et un lien de solidarité au territoire. Et des mouvements protectionnistes pour essayer de protéger la petite industrie de ces grands groupes qui commencent à se déployer. Et puis après, on a une bascule, parce que dans les années 80, là, on est déjà... on oublie ces districts pendant les 30 Glorieuses, et puis après, quand on sort des 30 Glorieuses, on les remet au goût du jour, avec ce modèle qui a beaucoup influencé les penseurs d'organisation des industries dans les années 80, de Piore et Sabel, la spécialisation flexible, de se dire on peut trouver là un moyen de jouer la concurrence par l'innovation plutôt que par les coûts, retrouver une solidarité, préserver les emplois locaux et tirer notre épingle du jeu face à la mondialisation de la concurrence aux coûts des pays du Sud qui seront de toute façon toujours plus bas que les nôtres. Je crois que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, donc on verra après dans la discussion, parce qu'ils posent dans leur modèle qu'il faut des institutions et puis il faut des frontières. Et ça, je trouve que c'est une question difficile et pourtant importante de savoir où est le périmètre sur lequel s'exerce la solidarité et la coopération et comment on l'organise. Et en contexte de mondialisation, bien sûr, cette question des frontières, elle est fondamentale. Et si on veut recréer des filières locales,
comment on recrée des espaces de solidarité au sein desquels on va pouvoir établir une forme de protection pour permettre à ces filières d'exister. C'est des questions qui sont restées largement tabous jusqu'à ce qu'on ait les montées des populismes et des nouveaux réflexes et discours protectionnistes dans les années récentes, mais qui du coup, même si on les évite dans nos débats savants, insistent pour se présenter à nous à travers les votes populaires qu'on voit et les mouvements aussi populaires qu'on voit émerger de plus en plus dans nos pays. Alors aujourd'hui, la coopération, je dirais, à la croisée des chemins, parce qu'on la trouve dans deux espaces très différents. À la fois, elle est réappropriée par le capitalisme mondialisé, qui, en se désincastrant des territoires, voit sa légitimité sociale de plus en plus questionnée, et cherche donc à se racheter une éthique, si je puis dire, en incorporant de plus en plus dans son rapport au client et dans son discours sur lui-même des notions d'éthique, de communauté, d'attention à l'autre, etc. Donc on voit toute une floraison, on en a parlé tout à l'heure, de labels, de dispositifs, etc. Et pour le fameux consommateur, du coup, c'est des signaux de marché. Et c'est largement des réponses à des attaques par des réseaux d'ONG qui ont choisi d'aller cibler ces grands groupes sur leur marque, sur leur image de marché, là où ils étaient le plus vulnérables. Mais là, l'effet pervers, c'est que ces entreprises ont répondu de la même manière par des signaux de marché. Et dans les filières derrière, les problèmes socio-environnementaux persistent. Donc on a deux types d'effets pervers, soit un découplage, ce que j'appelle la coopération, qui prend souvent le nom de RSE dans ces contextes, par rapport au cœur de l'activité économique de ces grands groupes. Donc on a quelques cas où on coopère et qu'on met en vitrine, et puis par ailleurs on continue à exercer des pressions sur les prix, à générer des externalités, parce que le rendement sur capitaux investis reste ce critère prédominant pour gérer ces grands ensembles, ces grands systèmes productifs. Et puis aussi une dénaturation de la coopération, puisqu'en se revendiquant de l'éthique, en fait les pratiques comme par exemple il y a une étude qui comparait Fairtrade, les effets sociaux environnementaux des labels dans la filière chocolat, et dans deux pays importants de production, la Côte d'Ivoire qui est un poids lourd de la production, mais aussi le Pérou. Et au Pérou, le mouvement, les labels, en fait, le mouvement Fairtrade s'appuie sur un mouvement coopératif local fort. Et là, il y a des effets. Il y a une meilleure rémunération des producteurs. Il y a certains aspects environnementaux qui sont plutôt plus favorables. Alors qu'en Côte d'Ivoire, où c'est surtout une démarche top-down, un effet d'image des gros acheteurs qui s'inscrivent dans des labels, eh bien, il y a en fait... la rente est capturée au niveau intermédiaire très largement dans la filière et elle n'arrive pas sur les petits producteurs. Donc là, l'image de coopération du label en fait, est dénaturée et derrière, les mêmes problèmes persistent. Et en même temps, la coopération, elle est là dans les alternatives. Elle est revendiquée par les alternatives au capitalisme, et on a vraiment des éléments de pensée anarchiste, de coopération locale, de retour au territoire qui gagnent, de gouvernance d'économie sociale et solidaire qui gagnent en popularité, alors qu'ils étaient largement oubliés et pas du tout débattus ou explorés il y a encore une vingtaine d'années. Donc l'idée là, c'est au contraire de réencastrer l'économie dans la communauté. Et l'affiliation anarchiste, c'est de dire ça ne sert à rien d'essayer de changer ces poids lourds du système. De toute façon, on se fera que réavaler dans leur logique. Il faut faire sans eux, faire autrement. Reprendre des espaces vierges de territoire où ils ne sont pas et réorganiser nous-mêmes une autre économie. Et du coup, aujourd'hui, en lien avec cette mouvance, parce qu'au-delà d'une frange peut-être très radicale, souvent la coopération sur les territoires, c'est ce qu'on a vu, là je me suis un peu appuyée sur des exemples dans les débats d'aujourd'hui, elle est couplée avec le marché ou couplée avec la règle. Ou couplée avec les deux, à la fois bien sûr, mais disons avec une dominante plutôt dans un sens ou dans l'autre. Et j'ai trouvé que Cluster Jura, je me permets, alors je parle sous contrôle et sous réserve des intervenants, mais montrer c'est comment on pouvait coupler le principe coopératif avec le principe entrepreneurial pour accompagner le développement de nouvelles entreprises pour répondre à des besoins sociaux territoriaux.
Et donc on voit rentrer dans le monde de la coopération ici un langage et certains critères qui relèvent du monde du marché. Et puis dans l'exemple qu'il a présenté de la récupération de bouteilles vides, on voyait aussi ce mix puisqu'il y avait certains acteurs dont la position relevait du don finalement dans la coopération. Ils disaient qu'ils font un pas de côté par rapport à leur modèle, ils libèrent un peu d'espace. Donc toute la collecte était organisée comme ça. Et puis en même temps, si j'ai bien compris, le nettoyage des bouteilles, lui, il était fait avec une prestation rémunérée. Donc on voit ce mix entre coopération sous forme de dons et marché qui se déploie dans ces nouvelles expérimentations. Et puis avec le cas d'Albi, on voyait au contraire, c'est pas peut-être pas, mais pas de manière opposée, une hybride où c'est le pouvoir, l'initiative de l'acteur public. Et j'ai aimé j'étais frappée par cette expression de Jean-Michel Bois qui a dit il faut surtout démunicipaliser la démarche. Donc sortir du caractère impersonnel de la règle et faire en sorte que les gens se la réapproprient. Donc on retrouve vraiment ici le principe premier de la coopération autour du lien territorial. Alors ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à ces exemples qui m'ont marqué, c'est comment souvent après on regarde un endroit où il se passe des choses intéressantes et puis il y a un dispositif, il y a des règles formelles de dispositif, puis après on veut le reproduire ailleurs. Les districts industriels, on voulait les reproduire partout. Et en fait, l'idée c'est que je pense qu'il y a une faible reproductivité de ces modèles par la règle ou si vous voulez par le formatage, voilà la recette, parce qu'ils reposent sur les acteurs et sur l'engagement coopératif des acteurs, soit par la culture locale. La culture locale, elle est hyper importante, je pense là, pour expliquer qu'il y ait des éléments de solidarité qui jouent dans une histoire et des vécus communs. Donc là, ce que je voudrais aussi proposer, offrir en discussion, c'est qu'on voit dans l'histoire que souvent la solidarité s'est construite parce que les gens ont vécu des drames ensemble. Donc en Champagne, il y avait par exemple sur les accords pour partager la richesse avec les salariés, des leaders syndicaux et patronaux qui avaient vécu la déportation ensemble pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. À New York, il y a eu la crise de 29 qui a fait plonger tout le monde, les entreprises, les salariés, etc. Donc des crises fortes qui viennent rétablir une communauté de destin et qui font qu'on va aller sur le penser ensemble à nouveau. Et peut-être qu'aujourd'hui, on arrive, depuis la crise de 2008 en particulier, et sachant qu'on a une nouvelle crise financière qui est prévue par les experts, enfin envisagée par les experts de manière assez probante dans assez peu de temps. Et on peut imaginer que comme les solutions qui ont été mises en œuvre en 2008 ne vont pas être mobilisables à nouveau cette fois-ci, parce que les États sont déjà surendettés, donc ils ne pourront pas encore se surendetter pour enflouer les banques. Donc qu'est-ce qu'on va construire à ce moment-là comme système? Ça risque de réouvrir des alternatives qui ont été discutées en 2008, mais finalement peut-être pas mises en œuvre comme elles auraient pu. Donc il y a ces éléments qui créent... Il y a des éléments disruptifs, il y a dans l'histoire qui fait que les gens vont faire ensemble. Et puis il y a des personnalités. Donc là, j'ai relevé ce matin chez Jean-Michel Bois le stage en Hollande avec les polders, qui fait que quelqu'un va amener, quelqu'un avec une autre façon de penser, qui est à la fois attaché au collectif, à la communauté, au terroir, mais qui amène une autre façon d'être, une autre façon de réfléchir, et qui va impulser des dynamiques nouvelles, ou le fameux pas de côté du modèle de Cluster Jura. Je suis presque finie, je pense que 5 minutes. Ok, parfait. Et alors du coup, de là, je voulais partager avec vous des éléments de théorisation, mais à partir d'un terrain qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle actuellement. C'est le mouvement de résistance qui a été impulsé à France Télécom et qui a fait que les suicides des salariés et la souffrance au travail est devenu un débat dans les médias et qui a fait que... En France, les grandes entreprises ont mis en place des dispositifs de prévention, détection des risques psychosociaux. Et c'est parti, donc en fait on a analysé en détail la dynamique, parce que c'est parti dans l'entreprise, d'acteurs qui ont fédéré un mouvement, qui se sont alliés en étant très différents pour impulser un mouvement de mise en discussion, mise en visibilité de ces sujets. Et ils ont eu des alliés dans la société civile, à l'extérieur de l'entreprise, aussi des chercheurs notamment qui se sont impliqués avec eux, qui ont apporté leur légitimité à leur diagnostic. Et ils ont eu des alliés dans l'État, notamment Sylvie Catalas, qui était inspectrice du travail et qui a fait un rapport qui est déterminant qui a été déterminant pour lancer l'enquête par rapport au procès qui va un jour s'ouvrir, mais si, c'était en 2010, et il devrait s'ouvrir en 2019, et qui engage la responsabilité morale de l'entreprise et des 3 premiers dirigeants et des 3 autres avec complicité. Alors non pas sur homicide involontaire qui était la charge initialement retenue,
par les syndicats qui ont déposé la plainte, mais pour harcèlement moral. Et donc, comment, dans l'État, il y a des gens aussi qui ont bougé, et qui, donc l'hypothèse, c'est que comme un ordre social, il est fondé sur les 3 piliers, si on prend l'approche de Gramsci, qui sont l'entreprise, l'État, la société civile, et il s'appuie sur un pouvoir matériel, un pouvoir d'organisation et un pouvoir idéologique du discours, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui n'est pas. Et donc l'idée, c'est que si on veut changer les pratiques, il faut arriver à s'appuyer, il faut travailler avec ces 3 piliers, à travers ces 3 piliers. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des gens du monde de l'entreprise, d'autres acteurs associatifs, 2 minutes, mais c'est là. Ouais. Ok. Qui s'impliquent dans les alternatives, et des personnalités engagées qui agissent à partir de leur rôle, pouvoir public si elles sont dans la puissance publique, entreprise si elles sont dans l'entreprise, et qui en même temps sortent de leur rôle, vont au-delà, font autrement, font différemment, et c'est ça qui impulse une dynamique d'innovation et de transformation. Donc on a appelé ça ces espaces hybrides, parce qu'ils vont relier des acteurs qui sont dans les 3 piliers de l'hégémonie, et qui vont produire de la transformation sociale ensemble. Alors les défis, c'est ma dernière slide. Quelques besoins et défis qui sortent de ce constat. Dans l'entreprise, il y a des dilemmes, grossir et garder ses valeurs. Souvent, il y a des thèses qui parlent d'une dégénérescence des coopératives. Quand elles grossissent, quand elles vieillissent, au cours du temps, petit à petit, les principes de la coopération se sclérosent et se figent. Alors soit dans la bureaucratie, soit comme autour de Fairtrade, il y a eu beaucoup de débats, parce qu'à un moment donné, ils vont décider, les organisations qui sont très impliquées au départ d'en faire autrement avec les producteurs, elles décident qu'elles vont vendre un label, et à partir de là, il va y avoir des changements dans les critères, il va y avoir toute une logique marchande, elles veulent avoir un impact plus grand, toucher le marché, et à partir de là, en fait, elles perdent les fondements de coopération éthique les plus forts, en fait, qui sont dans les organisations initiales. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la question de la taille ? Est-ce qu'il faut automatiquement grossir ou pas? Est-ce qu'il faut rester au niveau local? Il y a des enjeux internes importants dans ces organisations. Le dark side de la coopération, comment on fait pour faire vivre la démocratie, éviter la capture du pouvoir, éviter la violence dans les rapports entre les personnes, dans des contextes où, comme on se veut coopératif, elle ne peut pas être nommée. C'est un peu le dark side de la coopération, c'est des choses qui sont encore largement souvent tabous. Ça, je parle en tant que spécialiste du management dans ce type d'organisation et sur lesquels il y a besoin de travailler pour construire ces alternatives. Il y a la question de l'épuisement lié au don de soi. Et puis, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des salaires sur les agriculteurs. Comment est-ce qu'on assume les contradictions qui se posent entre enjeux sociaux, environnementaux, économiques? Parce que le projet développement durable, il est fait de ces contradictions à chaque pas qu'on fait pour avancer dans sa direction, si on est vraiment engagé dedans. Pas seul, donc c'est là qu'il y a un besoin de soutien des pouvoirs publics, et c'est vraiment la fin. Je voulais pointer en fait que tant qu'il y a cette concurrence de l'économie dominante qui est là, sur les espaces, qu'est-ce qu'on fait de la terre? J'ai mis quelques exemples près d'ici, sur les prix, les coûts et sur les discours, puisqu'on a des labels et des marques coopératives partout maintenant. Comment on fait pour faire exister ces alternatives? Pas seul, on voit le rôle des pouvoirs publics locaux, je pense qu'on l'a bien vu aujourd'hui. Il y a d'autres exemples, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ils peuvent vraiment faire la différence sur les reprises par les salariés de la SCOP La Belle Aude ou Scopti près de Marseille. Dans un cas, ils sont soutenus, dans l'autre non. Ça fait une grosse différence sur leur viabilité économique. Et puis aussi à une autre échelle, on ne peut pas tout faire en local. Parce que sur le local, en permanence, il y a cette concurrence qui va venir prendre les espaces. Il y a les camionnettes qui vont aller ôter le pain de la bouche du cordonnier dans nos filières locales développement durable. Et donc il y a aussi besoin, et les pouvoirs locaux, publics locaux, ils ne peuvent pas non plus tout faire parce qu'eux aussi sont largement sous pression. Donc rôle des pouvoirs publics nationaux, transnationaux pour recréer, préserver les espaces et les alternatives. Et ça pose à nouveau la question de la règle. Quelle règle les contre-pouvoirs organisés au service de la coopération locale sur des espaces élargis? Et l'absence de possibilité de réguler par de la règle contraignante les grandes filières mondialisées de production, aujourd'hui, clairement, constitue... c'est très controversé. J'avancerai que ça constitue un obstacle important pour contenir, en fait...
à la fois les coûts sociaux et environnementaux de ces filières, mais aussi pouvoir préserver les espaces et les valoriser pour ceux qui entreprennent de faire autrement. Je m'arrête ici.